Qui a vraiment découvert l'Amérique? Bienvenue où l'histoire prend vie et où chaque vidéo vous plonge dans le destin de ceux qui ont façonné le monde. Aujourd'hui, nous mettons le cap sur un continent vaste, habité depuis des millénaires par des peuples ayant bâti des civilisations puissantes, les Mayas, les Incas, les nations amérindiennes du Nord. Mais l'histoire pourrait remonter encore plus loin. Certains chercheurs affirment que des marins phéniciens, carthaginois, voire égyptiens, auraient traversé l'Atlantique bien avant l'an 1000. Il existe aussi des théories sur des pêcheurs polynésiens arrivant par le Pacifique, ou même des navigateurs d'Afrique de l'Ouest. Alors, qui a vraiment découvert l'Amérique? Christophe Colomb, qui l'a révélé à l'Europe? Les Vikings, premiers explorateurs européens à y poser le pied? Ou des navigateurs oubliés de civilisations anciennes? Mais avant de partir pour une nouvelle aventure, n'oubliez pas un j'aime pour cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. En l'an 1000, le monde se présente comme une vaste scène où différentes civilisations posent les bases politiques, économiques et culturelles de leur pouvoir. Sur les rives de la Méditerranée, des peuples entreprenants développent un commerce maritime actif. En Asie, de puissants royaumes consolident leurs frontières autour de fleuves nourriciers. En Afrique, le long du Nil et au-delà, des royaumes florissants puisent dans des traditions anciennes pour établir leur autorité. De l'autre côté de l'Atlantique, en Amérique, des sociétés développent leur propre forme d'organisation, érigeant parfois des structures monumentales dont les finalités spirituelles et politiques nous fascinent encore aujourd'hui. Pour mieux comprendre ce qui relie ces différentes zones géographiques, il faut explorer l'état des connaissances nautiques disponibles à l'époque, ainsi que la perception que les gens avaient de l'océan, qu'ils appelaient Océano. À l'aube du premier millénaire avant Jésus-Christ, juste avant que la période classique ne s'épanouisse en Grèce, la Méditerranée est déjà un carrefour d'échanges intenses. Les Phéniciens, dont les principales cités incluent Tyr, Sidon et Byblos, ne se contentent plus de commercer avec leurs voisins immédiats. Ils établissent des comptoirs commerciaux le long des côtes méditerranéennes. Renommés pour leurs compétences navales, les Phéniciens restent des intermédiaires cruciaux dans le commerce de l'ambre, de l'étain et d'autres marchandises essentielles. L'ambre, collecté sur les côtes de la mer Baltique, voyage souvent sur des routes lentes et sinueuses avant d'atteindre les ateliers des artisans méditerranéens, où elle est transformée en bijoux de luxe. L'étain, indispensable pour produire du bronze, provient principalement de la région de Cornouailles, dans le sud-ouest de l'Angleterre actuelle. Les marchands phéniciens le transportent vers la Phénicie ou leurs autres comptoirs pour répondre à la demande des cités avides de métal. Les connaissances nautiques de cette période s'avèrent décisives pour ces civilisations qui doivent affronter les dangers de la mer, l'imprévisibilité des courants et la rudesse des vents. On retrouve d'abord l'héritage de l'astronomie babylonienne. Les scribes de Mésopotamie, établis entre le Tigre et l'Euphrate, enregistrent depuis des siècles le mouvement des étoiles et des planètes sur des tablettes d'argile. Les navigateurs grecs adoptent progressivement l'utilisation du gnomon, un simple bâton planté dans le sol pour mesurer l'ombre du soleil, utilisé pour des calculs liés au solstice et à l'heure de la journée. Cela contribue aussi à affiner la compréhension de la latitude en observant la hauteur du soleil. Côté égyptien, s'appuyant sur une tradition fluviale et côtière établie depuis l'Ancien Empire, l'art de la navigation s'adapte aux courants du Nil et aux vents dominants. Les coques légères des bateaux égyptiens inspirent parfois la conception de navires plus robustes. Maîtriser les techniques maritimes vikings, c'est avant tout une question de navire. Le drakkar, ou plus précisément le Langkip, est caractérisé par une construction à clin. Cette méthode implique de chevaucher les planches de la coque, ce qui donne au navire une grande flexibilité et réduit la résistance aux vagues. Les navires vikings ont un tirant d'eau peu profond, ce qui leur permet de naviguer sur les fleuves, de s'échouer sur des plages peu profondes et de s'aventurer facilement dans des criques. Cette versatilité leur donne un avantage stratégique pour établir des colonies ou lancer des raids. Le système de gouvernail latéral, appelé steerboard, offre un contrôle directionnel appréciable. En outre, les voiles carrées en laine,
fixé à un seul mât, offre une propulsion rapide lorsque le vent est favorable. L'Empire du Mali, qui s'épanouit entre les XIIIe et XIVe siècles, a longtemps fasciné les historiens pour son influence culturelle, économique et politique. Situé en Afrique de l'Ouest, il était considéré comme l'un des royaumes les plus puissants de son temps, notamment sous le règne de Mansa Moussa, entre 1312 et 1337. Longtemps avant Mansa Moussa, un autre souverain, parfois appelé Aboubakari II, aurait eu des ambitions maritimes singulières. Selon certains récits, il aurait organisé une expédition maritime pour explorer l'océan Atlantique, peut-être dans l'espoir de découvrir de nouvelles terres de l'autre côté de l'horizon. Cette hypothèse repose presque exclusivement sur le récit rapporté par le chroniqueur égyptien Shihab al-Umari au XIVe siècle. Les îles du Pacifique, éparpillées sur une vaste zone, ont été peuplées par des navigateurs talentueux qui ont perfectionné l'art de la pirogue à balancier et une connaissance approfondie des vents et des étoiles. Les recherches actuelles tendent à montrer qu'autour du XIIe ou XIIIe siècle, des traces de plantes et d'animaux en Polynésie pointent vers une origine américaine. Cette perspective, bien que débattue, met en lumière le potentiel de navigation transpacifique, bien avant les explorations européennes du XVIe siècle. La patate douce, appelée kumara ou kumala dans de nombreuses langues polynésiennes, est au cœur de cette enquête. Les études génétiques sur des échantillons de patates douces polynésiennes renforcent l'idée d'une origine sud-américaine. Les navigateurs polynésiens, avec leurs pirogues à balancier, auraient pu atteindre les côtes sud-américaines et rapporter des plantes comme la patate douce. Les cartes médiévales, souvent appelées portulans, étaient des guides nautiques décrivant les ports et les contours des côtes. À partir du XIIIe siècle, ces cartes ont commencé à inclure des détails plus précis sur la Méditerranée et certaines parties de l'Atlantique. Les cartes comme celle de Pizzigano de 1424 ou celle de Fra Mauro de 1459 montrent des îles mystérieuses comme Antillia ou l'île de Saint-Brendan. Ces îles, souvent légendaires, ont alimenté l'imagination des explorateurs. Les géographes de l'époque mélangeaient souvent des informations réelles avec des récits fabuleux, créant une frontière floue entre la réalité et la mythologie. Les cartes médiévales reflétaient non seulement les connaissances géographiques de l'époque, mais aussi les croyances et les espoirs des sociétés en quête de nouvelles terres. À la fin du XVe siècle, Christophe Colomb incarne un tournant majeur dans l'histoire des explorations. Soutenu par la couronne espagnole, il entreprend un voyage qui changera à jamais la perception du monde. Contrairement aux explorations antérieures, souvent limitées et discrètes, l'expédition de Colomb en 1492 est planifiée avec des techniques, des connaissances et un soutien financier sans précédent. Les caravelles, navires emblématiques de cette époque, permettent des traversées plus sûres et plus rapides. Les instruments de navigation, comme l'astrolabe, améliorent la précision des voyages. Le traité de Tordesillas, signé en 1494, divise le monde entre l'Espagne et le Portugal, marquant le début d'une ère de conquête et d'appropriation planifiée des nouvelles terres. Les explorations maritimes à travers les siècles ont façonné notre compréhension du monde. Des Phéniciens aux Vikings, en passant par les explorateurs africains et polynésiens, chaque civilisation a contribué à élargir les horizons géographiques. L'ère des grandes explorations, marquée par Christophe Colomb, a transformé la découverte en conquête, ouvrant la voie à une nouvelle ère de globalisation et d'échanges culturels. Aujourd'hui, ces récits d'aventure et de découverte continuent de captiver notre imagination, rappelant que l'histoire est une quête perpétuelle de connaissance et de compréhension. Merci d'avoir suivi ce voyage à travers le temps. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques.